moi président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle, la chronique politique du Grand Journal. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour. Et merci de nous rejoindre comme tous les mercredis Avec sur plaisir. Radio J. Vous êtes professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et vous nous proposez cet après-midi, Arnaud, un bilan des élections sénatoriales partielles de ce week-end. Un scrutin marqué par une forme de stabilité relative, puisque la droite reste majoritaire, malgré une petite baisse attendue en termes de sièges pour le groupe. Une élection marquée également par la reconduction de 80% des sortants et par le retour de l'extrême droite à la Chambre haute. On en reparlera tout à l'heure. Quelles leçons tirez-vous, Arnaud Benedetti ? Vous l'avez dit, ce sont des élections d'une très grande stabilité. Mais quand on regarde les couleurs politiques dans ce camailleux que constitue la composition sénatoriale, on voit quand même des petites évolutions. Au sein de la majorité présidentielle, qui est l'opposition sénatoriale, en tout cas une partie de l'opposition sénatoriale, le groupe parlementaire qui soutient le président de la République, dirigé par le sénateur François Patriat, perd un certain nombre de sénateurs. Par contre, au sein même de cette majorité présidentielle, on voit que la stratégie d'Édouard Philippe, Horizon, permet l'implantation et l'élection d'un certain nombre de sénateurs. Ça, c'est un premier enseignement. Ensuite, quand on regarde au niveau de la majorité sénatoriale, vous l'avez dit, le groupe parlementaire LR perd quelques sénateurs, reste quand même très fort et fortement consolidé sur ses bases. Par contre, on note une progression du centre droit. Donc ça va rééquilibrer un peu, si vous voulez, le jeu d'équilibre au sein de la majorité sénatoriale. À gauche, alors c'est très intéressant, à gauche, la gauche arrive à atteindre le nombre de plus de 100 sénateurs. C'était l'un des objectifs que s'étaient fixés les forces politiques de gauche, notamment l'EPS. Ce qui est intéressant, c'est que ça se fait dans un cadre qui n'est pas celui de la NUPES, que LFI n'a pas d'élu, malgré sa stratégie, qui était une stratégie d'indépendance par rapport aux autres forces politiques de gauche, que le Parti communiste réussit, qu'on disait en danger dans cette élection, réussit à maintenir, voire à augmenter de 2 sièges son groupe sénatorial, et les écologistes aussi qui bénéficient vraisemblablement du résultat des élections municipales de 2020, qui parviennent à gagner un certain nombre de sièges de sénateurs, avec notamment l'élection de Yannick Jadot à Paris et de la Benjamine du Sénat, qui a été également élue à cette occasion. Dernier élément, vous en avez parlé, c'est le Rassemblement national. Il y a, disons, quelque part, une confirmation de la stratégie de notabilisation du Rassemblement national, qui est portée vraisemblablement par le fait qu'aujourd'hui le Rassemblement national dispose d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Ce qu'il faut noter, c'est que le retour de sénateurs Rassemblement national au Sénat est vraisemblablement aussi lié au fait que dans beaucoup de communes rurales, c'est très intéressant de le voir, un certain nombre d'élus ruraux ont voté pour des candidats du Rassemblement national. 3 élus, c'est pas énorme, mais c'est toujours mieux que 0 élu, ce qui était le cas jusqu'à maintenant. Voilà. On va revenir dans le détail à ces résultats, en commençant donc par le groupe majoritaire, les Républicains, qui devraient disposer entre 142 et 145 sénateurs contre 145 mandats jusque-là. Poussé des centristes, vous le disiez également Arnaud Benedetti, certains envisagent dès lors que cela pourrait avoir des conséquences sur le projet de loi immigration, alors que le groupe LR maintient sa position, annonce qu'il ne cédera pas devant le gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça peut avoir un impact. Alors c'est vrai que quand on regarde facialement, on peut considérer que le groupe centriste aura une position qui apparaîtra, j'allais dire par nature, par construction, plus conciliante que les positions qui sont celles aujourd'hui des sénateurs LR sur ce texte relatif à l'immigration. Mais le problème finalement, là en ce qui concerne le texte sur l'immigration, il n'est pas tant lié à ce qui va se passer au Sénat, même si le Sénat va jouer un rôle qui sera certes important mais pas décisif, c'est surtout du côté de l'Assemblée nationale. Oui. Et la position pour l'instant du groupe LR à l'Assemblée nationale, de ce point de vue, est disons en harmonie avec celle du groupe LR au Sénat. Donc la difficulté pour l'exécutif, alors évidemment il y a un point qui est important, c'est les commissions mixtes paritaires, mais les commissions mixtes paritaires aujourd'hui qui réunissent, vous savez, des députés et des sénateurs lors de l'examen d'un texte de loi avant que celui-ci retourne à l'Assemblée nationale, aujourd'hui la majorité n'est pas celle de la majorité présidentielle, c'est les oppositions qui sont majoritaires dans les commissions mixtes paritaires. Est-ce que le fait qu'il y ait peut-être un peu plus de sénateurs centristes va jouer
en effet, sur la composition des commissions mixtes paritaires, à ce stade, ça me paraît quand même une hypothèse assez peu probable. La Macronie est en recul, avec notamment la défaite de la secrétaire d'État à la citoyenneté Sonia Backès en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que c'est annonciateur, Arnaud Benedetti, de ce qui pourrait se passer aux européennes, ou est-ce qu'il faut prendre en compte le paramètre d'ancrage local pour ces sénatoriales? Non, c'est totalement différent. Ce sont deux scrutins totalement différents, et de toute façon, les sénatoriales sont des élections qui sont extrêmement difficiles pour la majorité présidentielle, et plus particulièrement pour le parti d'Emmanuel Macron, le parti Renaissance, pour une raison qui est très simple, qui est explicable, c'est que ce parti n'a pas réussi à s'implanter territorialement depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République. Et c'est un parti qui pourrait disparaître après 2027 ? En politique, tout est possible, mais c'est vrai que c'est, disons, un des angles morts du parti présidentiel. Cette incapacité à avoir pu produire des élus locaux, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de toutes les formations politiques qui soutiennent Emmanuel Macron. C'est pas le cas du MoDem, qui a historiquement une implantation territoriale plus importante, qui est liée à son histoire de courant démocrate chrétien, ex-CDS, etc., etc. Mais c'est également le cas du parti aujourd'hui d'Édouard Philippe, qui s'est construit différemment. Le parti d'Édouard Philippe s'est construit quand même sur une stratégie de notabilisation, en allant chercher notamment des anciens élus républicains, voire des anciens élus centre-droit, pour les faire rentrer dans sa formation politique. Donc il y a eu, du côté d'Édouard Philippe, en tout cas pour l'instant, une forme de maillage territorial qui, disons, constitue une sorte de frémissement. Et on en est qu'au stade du frémissement. Regardons la gauche maintenant. Vous le disiez également, la gauche sans LFI pourrait atteindre et devrait atteindre son objectif de 100 sénateurs. Est-ce que ça dessine peut-être un avenir différent pour la NUPES ? Le problème, c'est que si vous voulez, aujourd'hui, la vie politique française est comme, j'allais dire, scindée en deux scènes politiques. Vous avez une scène politique qui est la scène locale, où vous avez ce qu'on a appelé les forces du gouvernement du passé, d'une certaine manière, qui seront peut-être celles de l'avenir, on verra bien ce que nous diront les prochains scrutins, mais ces forces de gouvernement, qu'il s'agisse du PS, qu'il s'agisse de LR, qu'il s'agisse des centristes, aux élections locales, bénéficient encore d'une forme de dynamique qui est liée surtout au capital, j'allais dire presque notabilière, des élus qui le présentent sur le terrain. Ça, c'est un point. Mais quand on regarde, par contre, et ça, c'est quand même un aspect qui est tout à fait nouveau dans la vie politique française, quand on regarde la scène politique nationale, les offres politiques nationales qui sont les offres politiques dominantes, notamment aux élections présidentielles ou aux élections législatives, c'est-à-dire, pour aller vite, le bloc macroniste, avec notamment Renaissance, de l'autre, le bloc RN avec Marine Le Pen et le bloc, j'allais dire, mélenchoniste LFI, sont les marques politiques qui, au niveau de l'élection présidentielle, sont dominantes et qui sont dominantes aussi très souvent au niveau des élections législatives. On l'a vu encore aux élections de 2022. De la stabilité au niveau local et la rupture au niveau national. Peut-être, d'une certaine manière. Non, ce qu'il y a surtout, c'est que quand même, ces vieilles forces politiques dont je parle ont un capital d'implantation territoriale qui est très ancien. Et au local, quand même, qu'on le veuille ou non, dans une élection locale, qu'il s'agisse d'une élection municipale, d'une élection départementale, c'est un peu moins vrai d'une élection régionale, on va en général voter pour quelqu'un que l'on connaît, avec lequel on a une forme de proximité. Et ce capital de proximité, peut-être aujourd'hui, il est plus fort du côté des anciennes forces politiques de gouvernement. C'est pour ça qu'il faut relativiser aussi l'échec de LFI dans cette élection sénatoriale, puisque LFI n'avait pas d'implantation territoriale, ou très faible en tout cas. Merci beaucoup Arnaud Benedetti d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne et qu'on vous retrouve tous les mercredis dans Hémicycle. Très bon après-midi à vous. On sera demain en compagnie de Mathieu Slama. Arnaud, à mercredi prochain.